Vous écoutez Crime Story, Sophie Toscan du Plantier, meurtre dans la lande irlandaise, 2e et dernier épisode. À Schull, un petit village du sud de l'Irlande, réputé pour sa tranquillité, la police enquête sur le meurtre sauvage d'une Française. Sophie Toscan du Plantier, productrice de documentaires âgée de 39 ans, a été retrouvée morte, suppliciée dans le jardin de sa maison, le matin du lundi 23 décembre 1996, 2 jours avant Noël. La police scientifique, peu développée à cette époque et en particulier dans cette région, a échoué à trouver sur la scène de crime un ADN autre que celui de la victime. Le samedi 11 janvier 1997, 19 jours après la découverte du corps de Sophie Toscan du Plantier, une femme appelle la police depuis une cabine téléphonique. Elle refuse de donner son nom, mais elle fournit en revanche un témoignage capital. Celle qui se fait appeler Fiona raconte que la nuit du meurtre de Sophie, vers 3h du matin, elle a vu un homme au niveau du pont de Kilfada, à quelques kilomètres au sud de la maison de Sophie. Elle rappelle le lendemain, mais elle ne veut toujours pas dire qui elle est. Puis elle rappelle encore une fois, 12 jours plus tard, le vendredi 24 janvier 1997. Cette fois-ci, Fiona passe le coup de fil depuis chez elle, ce qui permet aux policiers de l'identifier. Cette témoin mystère s'appelle Marie Farrell. Elle habite Schull, elle aussi, où elle tient une boutique. Et si elle a mis du temps à révéler son identité, c'est qu'elle n'aurait jamais dû être sur le pont de Kilfada la nuit du meurtre. Mais Marie Farrell a un amant, et ce 22 décembre, elle a passé la soirée avec lui. C'est en rentrant chez elle qu'elle a vu cet homme. Grand, une carrure imposante, les cheveux en bataille, il était vêtu d'un long manteau sombre et regardait vers le ciel. Il agitait les bras et avait l'air ivre. Les jours passent, et au mois de janvier, alors que Marie Farrell fait des courses à la supérette du village, elle reconnaît soudain cet homme. Elle est sûre que c'est lui qu'elle a vu au milieu de nulle part pendant cette nuit tragique. Marie Farrell ne le connaît pas. Alors, en sortant du magasin, elle va vers des policiers et leur demande s'ils peuvent l'identifier. Bien sûr qu'ils le peuvent. C'est le journaliste Ian Bailey. Damien Delceni, on l'a dit dans l'épisode précédent, de par son métier, Ian Bailey est connu dans le village. Schull, c'est un petit village, 700 personnes. Alors, on se connaît pas tous, mais enfin, quand il y a un étranger qui passe, on le repère. Donc, il y a quand même un côté très communauté dans ce village. Et surtout, Bailey, c'est pas une personnalité très discrète. Déjà, physiquement, c'est quelqu'un qu'on remarque parce que il est assez grand, il a une carrure assez imposante, il a un look un peu atypique, il a des cheveux très longs. Donc, dans ce décor, il ne passe de toute façon pas inaperçu. Il n'est pas natif de Schull, donc lui aussi, c'est un blow-in. Alors c'est un Anglais, lui qui est venu à Schull en fait par passion pour la culture irlandaise. Il fait quelques articles de temps en temps dans les gazettes locales, mais sa vraie passion, c'est de jouer de la musique, notamment du tambour traditionnel, d'écrire des poèmes qu'il va ensuite réciter dans les pubs du village, ce qui est une pratique assez répandue dans cette province. Il fait aussi un peu de sculpture sur bois, donc c'est vraiment une espèce d'artiste un peu iconoclaste. Il est aussi connu pour boire beaucoup. Oui, il fréquente assez assidûment tous les pubs du village qu'il peut fréquenter. Il boit tellement d'ailleurs qu'il a mauvaise réputation auprès des femmes, auxquelles il fait un peu peur, notamment parce qu'il leur explique quand il a bu qu'il a des pouvoirs pendant la pleine lune, il se met parfois à hurler. Et puis plus inquiétant et plus grave, les filles de sa propre compagne, qu'il a rencontrée lorsqu'il est arrivé à Schull, disent elles-mêmes qu'il a un comportement assez équivoque avec elle, qu'il a été plusieurs fois violent avec sa compagne, donc des violences conjugales, et même une amie de sa femme va raconter que elle s'est carrément, elle, un jour réveillée avec la main de Ian Bailey sur sa cuisse, alors qu'il s'était glissé dans son lit pendant qu'elle dormait. Et d'ailleurs, Marie Farrell, qui tient une boutique dans le centre, raconte que Sophie Toscan du Plantier était dans sa boutique le 21 décembre, la veille du meurtre, et qu'elle a vu aussi Ian Bailey. Alors, c'est une information évidemment capitale puisqu'elle fait un lien quelques heures avant le meurtre entre Sophie Toscan du Plantier et Ian Bailey. Elle raconte que vers 15h, Sophie était dans sa boutique et que quand elle a quitté cette boutique, Marie Farrell, elle a vu un homme en face du magasin, devant la boucherie, elle est très précise, qui était en train de regarder Sophie Toscan du Plantier et que cet homme, il portait un long manteau et maintenant, elle en est sûre, elle dit que cet homme, c'était Ian Bailey.
Ces éléments suffisent à semer le doute sur le fait que Ian Bailey puisse être le meurtrier de Sophie Toscan du Plantier. Ou plutôt, à confirmer des doutes que les policiers avaient déjà. Juste après le meurtre, ils avaient vu Ian Bailey entrer affolé dans une boutique et demander le journal. Il avait alors des griffures sur les mains et sur le front. Par la suite, ils avaient distribué un questionnaire à tous les gens du village pour savoir ce qu'ils faisaient et où ils étaient pendant le créneau horaire dans lequel on estime que Sophie Toscan du Plantier a été tuée. Dans ce questionnaire, Ian Bailey a écrit qu'il dormait chez lui, ce que confirme sa compagne. Mais le journaliste habite dans le même coin que Sophie, à quelques minutes à pied de chez elle. Par ailleurs, il faisait des travaux de jardinage pour la voisine de Sophie, celle qui a découvert son cadavre, et elle certifie qu'il avait déjà rencontré la Française. Interrogé sur les griffures que les policiers ont vues sur ses mains juste après le meurtre, Ian Bailey répond qu'il s'est blessé la veille, le 22 décembre, en coupant un sapin pour Noël et en tuant une dinde qui se serait débattue. Pourtant, le soir du dimanche 22 décembre, d'autres témoins disent l'avoir vu dans un bar. Il chantait sur scène, les manches relevées, et personne ne se souvient avoir vu quelque marque que ce soit sur ses bras. Les enquêteurs savent aussi que le lendemain du meurtre, le lundi 23 décembre, Ian Bailey et sa compagne ont fait un feu. Dans le foyer éteint, on a retrouvé des œillets de chaussures et des morceaux de tissu. Qu'ont-ils donc voulu faire disparaître ? Dans les jours et les semaines qui suivent le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, Ian Bailey apparaît comme le journaliste le mieux renseigné sur l'affaire. Peut-être un peu trop même. Le matin des faits, très tôt, il a commencé à démarcher des journaux irlandais pour vendre des articles ou des photos sur ce fait divers. Et dans ces papiers, il révèle des informations qu'il n'est pas censé connaître. Le nom de la victime, sa nationalité, mais aussi des détails sur la scène de crime. Il sait par exemple qu'une trace de sang a été prélevée derrière la porte de la maison. Il sait aussi qu'à l'étage, les draps dans lesquels Sophie dormait étaient froissés. Beaucoup d'éléments décrits par Ian Bailey laissent penser qu'il connaît les lieux, alors qu'il prétend le contraire, et qu'il s'est déjà trouvé sur place avant de s'y rendre officiellement en tant que journaliste. Damien, est-ce qu'on peut dire comment est l'intérieur de la maison de Sophie lorsque les policiers y entrent ? Alors, dans l'entrée, il y a des chaussures qui sont rangées comme d'habitude dans un meuble. Il y a le sac à main de Sophie qui est toujours là. Il y a de la vaisselle sur la table. Il y a même un livre qui est ouvert sur la table avec une page qui est marquée. Donc, aucun signe extérieur de désordre ou d'agression. Tout semble à peu près propre et rangé. À l'étage, dans la chambre de Sophie, il n'y a pas non plus de choses bizarres. Alors, cette chambre, elle a une particularité, c'est que le lit y est très très surélevé. Et c'est un lit qu'elle a fait construire spécialement pour pouvoir voir le phare à travers la fenêtre. Voilà, c'était sa volonté. Simplement, il n'y a pas de rideau non plus dans cette pièce. Donc, elle avait vraiment envie de profiter de cette vue effectivement unique. Simplement, le revers de cette vue, c'est que on peut la voir dans son lit depuis l'extérieur de la maison, si on est par exemple dans le jardin. Il y a aussi les clés dans la serrure. Comme si elle avait ouvert la porte à quelqu'un. Donc l'hypothèse possible, c'est que c'est une personne qui vient, qui sonne, elle ouvre en fait à son meurtrier qui se trouve juste derrière la porte. Ian Bailey vend beaucoup d'articles sur cette affaire. On peut dire que pour lui, c'est une aubaine. C'est clairement l'affaire de sa vie, c'est le fait divers de sa vie. C'est un journaliste qui, on l'a dit, passe plus de temps à jouer du tambour, à faire des sculptures en bois qu'à écrire des articles. Il se passe réellement pas grand-chose à Skull. Donc là, en quelques jours, il a du travail comme jamais. Et en plus, il a du travail sur une affaire sur laquelle il semble avoir beaucoup plus d'informations que ses confrères ou que ses concurrents. D'ailleurs, même sa compagne, dès le matin du meurtre, quand elle va faire ses courses en ville, elle va dire à une commerçante qui lui demande où est Yann, elle veut dire il n'a pas pu venir, il s'est passé un crime horrible, mais elle confie à cette commerçante, elle dit c'est un crime horrible, mais en même temps c'est super pour sa carrière. Ian Bailey est officiellement suspecté par la police et il est placé en garde à vue. Oui, alors c'est des gardes à vue un peu différentes dans le système anglo-saxon, mais effectivement, il est interrogé à plusieurs reprises. Simplement, après ces interrogatoires, le procureur ne va pas jusqu'à l'inculper. L'équivalent en gros en France, c'est qu'il ne le met pas en examen pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Pourquoi ? Parce que le magistrat considère qu'il n'y a pas assez d'éléments, pas assez de preuves et surtout pas assez de preuves scientifiques dans le dossier. If they had evidence, I wouldn't be here talking to you. I wouldn't have been released. I know I'm innocent. I have nothing to do with this killing. L'affaire ne s'arrête pas là, car au fur et à mesure que les mois, les années passent,
d'autres témoignages viennent accabler Ian Bailey. En février 1997, par exemple, 2 mois et demi après le meurtre, le journaliste prend en stop un jeune homme de 14 ans. Bailey est ivre, il se met à lui parler de l'affaire. Et il dit « Je suis allé chez elle avec un caillou une nuit et je lui ai explosé sa putain de cervelle. » L'adolescent reste interdit. Et le conducteur poursuit. « Je l'ai fait pour avoir une histoire pour les journaux, dit-il. » L'adolescent raconte cette scène à sa mère, qui elle-même va la répéter aux policiers. Mais ça ne suffit pas. Plus tard, un ami de Ian Bailey raconte qu'un soir, alors qu'il parlait de l'affaire, il comprend que le journaliste est responsable de la mort de Sophie Toscan du Plantier. Ian Bailey lui dit alors « C'est toi qui l'as fait, tu l'as vue à la supérette, elle t'a chauffé en marchant dans les allées avec son cul serré. Donc tu es allé chez elle, voir ce que tu pouvais en tirer, mais elle ne s'est pas montrée intéressée. Tu l'as agressée, elle s'est enfuie, donc tu l'as poursuivie, tu lui as lancé quelque chose derrière la tête, tu es allé beaucoup plus loin que tu le souhaitais. » L'ami comprend que quand Ian Bailey lui raconte ça, c'est en fait de lui-même qu'il parle. Quand Ian Bailey est sobre et qu'on lui rappelle les propos qu'il a tenus, il répond toujours que c'était une blague, qu'il a dit ça pour rire. Mais à Skull, et surtout en France, dans la famille de Sophie, ça ne fait rigoler personne. Damien, pourquoi est-ce que la justice irlandaise continue à ne pas inquiéter Ian Bailey, qui de son côté semble faire beaucoup de provocations ? Toujours pour la même raison, le procureur irlandais estime qu'il n'y a pas assez d'éléments à charge pour l'inculper. En gros, il dit, bon, il y a des témoignages, il y a le fait que voilà, il a des informations qu'il n'est pas censé avoir, en même temps il est journaliste, mais il manque vraiment la preuve irréfutable de sa présence cette nuit-là, à la fois dans la maison mais aussi à l'extérieur de la maison. Et donc il trouve que des témoignages, c'est trop fragile, c'est trop faible pour renvoyer Ian Bailey devant un tribunal. La justice française, en revanche, décide d'agir. Oui, alors la justice française, elle va faire ce qu'elle fait dans ce cas, mais dans plein d'autres cas. Elle va ouvrir une enquête judiciaire en France. C'est ce qu'on appelle des enquêtes miroirs. C'est-à-dire que vous avez à la fois une enquête irlandaise, qui est menée par les services de police irlandais et par la justice irlandaise. Comme Sophie Toscan du Plantier est une citoyenne française, quand une citoyenne française ou un citoyen français meurt à l'étranger dans des conditions criminelles, dirons-nous, la justice française ouvre automatiquement une enquête. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas confiance à la police ou à la justice irlandaise, mais ça veut dire qu'elle estime qu'elle est en droit elle-même de mener des investigations depuis la France sur un crime qui a eu lieu sur un territoire étranger. C'est quelque chose qui arrive extrêmement fréquemment en cas de décès suspect ou de décès criminel de Français à l'étranger. Donc la justice française, forte de ses convictions et des éléments qu'elle a récupérés, elle va faire une demande d'extradition de Ian Bailey en fait pour pouvoir l'auditionner en France, qu'il soit entendu par un juge d'instruction, ce à quoi l'Irlande va refuser de répondre, va dire voilà non, on n'extradie pas, on va pas extrader Ian Bailey en France, il n'y a pas de raison objective. Nous en Irlande on considère qu'il n'y a pas assez d'éléments dans le dossier, on a l'enquête, c'est pas vous les Français qui allez nous expliquer que vous avez plus d'éléments que nous sur la culpabilité de Ian Bailey. Donc cette demande, elle est rejetée. La juge d'instruction dans ce dossier s'appelle Nathalie Turquet. Oui, et Nathalie Turquet, c'est une juge d'instruction qui est habituée aux affaires plutôt complexes et plutôt médiatiques et avec une grosse pression, puisque c'est elle qui a été la juge d'instruction de l'affaire Cantat-Trintignant, lorsque Bertrand Cantat, le chanteur, a tué Marie Trintignant, sa compagne actrice, lors d'un tournage en Lituanie. Donc c'était une enquête qui était déjà compliquée. Après l'affaire Toscan du Plantier, elle sera la juge d'instruction qui a permis l'identification du tueur en série surnommé Le Grêlé, qui était auteur de plusieurs meurtres et viols à Paris et en région parisienne. Donc c'est une juge qui est habituée à ce type de dossier complexe, avec des relations complexes aussi avec des polices étrangères. Et donc, au terme de son instruction, Nathalie Turquet, elle va demander à ce qu'il y ait un procès pour Ian Bailey. Elle considère, elle, de son côté, qu'il y a suffisamment d'éléments pour le renvoyer devant une cour d'assises. Alors, c'est une procédure qui n'est pas totalement rarissime. Ça s'appelait avant des procès par contumace. Ça a changé de nom. Aujourd'hui, c'est une procédure dite de défaut criminel, c'est-à-dire qu'on peut condamner un homme qui n'a jamais été entendu en France, qui n'a jamais été confronté à la justice. On le juge en son absence et on le condamne par défaut. Non seulement Ian Bailey ne sera pas présent à son procès, mais il ne se fera même pas représenter par un avocat. Non, il n'y aura pas d'avocat et évidemment pas d'Ian Bailey dans le box de la cour d'assises à Paris lorsque son procès s'ouvre. En revanche, il y a des témoins irlandais qui sont convoqués et qui vont venir, notamment ceux qu'on a cités, la mère de l'adolescent qui avait recueilli les confessions de Bailey, ainsi que un autre ami proche de Ian Bailey.
Marie Farrell, en revanche, celle qui avait aperçu Yann Bailey la nuit du meurtre à quelques kilomètres de la maison de Sophie Toscan du Plantier, ne témoignera pas. Elle s'est finalement rétractée 8 ans après le meurtre. Elle dit avoir subi des pressions de la part de Yann Bailey et, prise de peur, elle a confié aux policiers que sa vie valait plus que ça. Le procès de Yann Bailey s'ouvre devant la cour d'assises de Paris, le lundi 27 mai 2019, 23 ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Dans la salle d'audience, il y a Pierre-Louis, le fils de Sophie, et beaucoup de membres de sa famille. Son mari, Daniel Toscan du Plantier, n'assiste pas au procès. Il est mort 15 ans plus tôt. Il y a aussi de nombreux journalistes, mais il n'y a pas d'accusé ni de défense. Cela donne lieu à une audience étrange, où Yann Bailey ne s'exprime pas, alors même qu'il s'épanche dans la presse internationale, refusant rarement une interview pour dire à quel point il n'a rien à voir avec le crime dont on l'accuse. Il n'oublie pas de mentionner sans cesse le rapport du procureur irlandais, qui détaille toutes les raisons pour lesquelles il n'est pas poursuivi sur l'île. Damien, en Irlande, Yann Bailey est quasiment une star. Alors une star un peu noire, une étoile un peu noire, mais effectivement cette histoire elle est évidemment très connue et en fait il fuit pas du tout cette notoriété, au contraire il l'alimente, alors effectivement en donnant des interviews assez régulièrement, en plus il s'est attiré les services d'un des avocats les plus célèbres du barreau irlandais, donc à Schull où il habite toujours, d'ailleurs il n'a pas déménagé, il n'est pas parti ailleurs, tout le monde pense qu'il est coupable du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, mais plus personne n'a tellement envie d'en parler. Et lui, il va continuer sa vie un peu comme avant, sauf qu'il n'est plus journaliste parce que plus personne ne lui a demandé des papiers après cette affaire. Mais il continue à jouer de la musique dans les pubs, à faire sa sculpture sur bois et avec sa femme, il vend les légumes de son jardin et des tartes sur les marchés de la province. Le vendredi 31 mai 2019, il est condamné par la cour d'assises de Paris à 25 ans de réclusion criminelle. Il est donc officiellement, en tout cas aux yeux de la justice française, coupable du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. La justice française, elle a estimé qu'il y avait assez d'éléments de preuve pour le condamner, malgré l'absence, on l'a dit, d'éléments scientifiques, étant donné que la scène de crime a été saccagée involontairement par les policiers irlandais. Le fils de la victime de Sophie Toscan du Plantier, lui, est évidemment très ému parce que il va évoquer une victoire après 22 ans d'attente. C'est ça, c'est plus de 20 ans de combat judiciaire permanent entre la France et l'Irlande, et il obtient enfin cette décision de culpabilité de celui qui a toujours été le principal suspect. Mais lui, cette condamnation, quelque part, elle lui suffit pas, parce que maintenant, il veut continuer à se battre pour que Yann Bailey, qui est maintenant condamné, qui n'est plus seulement un suspect, mais qui est condamné, soit extradé. Et auquel cas, s'il est extradé, ça permettra de refaire un nouveau procès, c'est-à-dire qu'on annulera le premier verdict qui a été pris par défaut, et on ouvrira un nouveau procès de Yann Bailey. Simplement, malgré un certain nombre de recours, l'Irlande a toujours refusé d'extrader Yann Bailey. Elle a donné un argument qui a toujours été le même. Elle a considéré qu'il n'y avait pas de réciprocité entre la France et l'Irlande sur ce sujet. Ce qui est exact parce que en France, par exemple, la politique pénale, c'est de ne jamais extrader un ressortissant français. Je vous donne un exemple. Vous êtes français, vous commettez un crime aux États-Unis ou au Maroc, vous rentrez, vous réfugiez en France, on vous arrête. En France, on n'enverra jamais un Français au Maroc ou aux États-Unis pour purger une peine de prison. On dira aux Américains, aux Marocains, on s'en occupe, on le juge et on le met en prison chez nous. Donc les Irlandais disent aux Français, écoutez, ce que vous faites vous, nous on fait pareil. Il est pas français, tout s'est passé sur le territoire irlandais, il n'y a aucune raison qu'on vous envoie Yann Bailey pour qu'il purge une peine de prison chez vous. Près de 5 ans après sa condamnation, le dimanche 21 janvier 2024, Yann Bailey meurt, à 66 ans, sans avoir jamais fait un jour de prison. Innocent aux yeux de la justice irlandaise, mais coupable pour la justice française. Les causes de son décès ne sont pas connues tout de suite. Plus tard, on apprendra qu'il a fait dans l'année 2 attaques cardiaques. Le fils de Sophie Toscan du Plantier, Pierre-Louis, a gardé la maison de sa mère, dans laquelle il se rend souvent, avec sa femme et ses enfants. Il sait désormais que pendant ses séjours là-bas, il ne risque plus de croiser Yann Bailey. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Marek Panchaud et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles.
Et vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité.